collègues ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je pourrais vous parler de la Convention de l'UNESCO, texte fondateur de la diversité culturelle, obtenue grâce à la solidarité des Européens. Je pourrais vous parler de Erasmus, le programme universitaire qui permet aux étudiants de vivre partout en Europe la diversité culturelle de leurs voisins. Je pourrais vous parler de Média, le programme audiovisuel qui permet à nos films de passer la frontière. Savez-vous que sur 10 films qui voyagent en dehors de leur pays de création, 9 le font grâce à l'aide du programme européen de soutien au cinéma. Mais j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'un rêve. Comment mieux faire partager notre diversité culturelle? Comment procurer à chacun de ces 500 millions de citoyens européens le plaisir de découvrir la culture des autres, de vivre notre diversité culturelle, celle qui est et qui restera la grande richesse des Européens? Eh bien, cette semaine, le rêve deviendra réalité. Nous allons inaugurer, le président de la Commission Barroso, Christine Albanel, accompagnée de 22 ministres de la Culture, et moi-même, Europeana, la bibliothèque numérique européenne. Ce projet est le fruit de la collaboration sans précédent entre des centaines d'institutions culturelles des États membres de l'Union européenne. Lancé par la Commission européenne en 2000, mise sur les rails en 2005, Europeana représente une alliance inédite entre les nouvelles technologies et le monde de la culture. Europeana modifiera profondément la façon dont chacun, étudiant, chercheur, professionnel, passionné d'art et d'histoire, accédera désormais au patrimoine européen culturel, en faisant fi des différences linguistiques, en ignorant les frontières politiques, en faisant sien l'espace géographique de notre continent européen. Jorge Luis Borges, grand écrivain argentin et directeur de la Bibliothèque nationale de Buenos Aires, écrivait au milieu du siècle dernier une nouvelle intitulée « La bibliothèque de Babel ». Il y décrivait l'univers d'une gigantesque bibliothèque avec une multitude d'informations dans toutes les langues possibles, imaginables, complètement inutilisables. La fiction de Borges aurait-elle été prémonitoire? La multitude des contenus sur Internet ne crée-t-elle pas une vision contemporaine de cette bibliothèque de Babel? Eh bien, avec Europeana, nous mettons de l'ordre dans le foisonnement. Nous rendons possible le choix en proposant des liens, des pistes, des solutions, et au fouillis, nous opposons la hiérarchisation de 2 millions d'objets mis à disposition par des institutions culturelles classifiées par les experts du livre, du documentaire, de l'œuvre d'art, de la musique, de l'histoire. Dès ses débuts, Europeana était à la fois rêve et nécessité. Comment faire entrer notre patrimoine culturel européen dans l'ère numérique, le mettre à la disposition de tous, rendre son usage interactif? Alors c'est chose faite. Europeana offrira un visage à la culture européenne sur Internet. Elle facilitera l'accès aux richesses de la culture et de l'histoire de nous tous, par exemple aux manuscrits de la littérature française, aux documentaires de l'INA,
à l'autoportrait de Rembrandt du Rijksmuseum Amsterdam, aux cartes et aux plans issus des archives slovènes et portugais, aux partitions musicales hongroises et polonaises, alors Europeana, ce sera l'unité d'accès de la diversité des contenus. Et elle créera ainsi un espace culturel nouveau pour la première fois, parce que de vastes collections dont les versions numériques auront été authentifiées par des centaines d'institutions culturelles de 27 pays seront virtuellement réunies sur un seul portail d'information. Alors ça permettra bien sûr de comparer la manière dont les grands épisodes de l'histoire de l'Europe auront été vécus, analysés à travers des documents, des cartes, des journaux, des objets de l'époque, et cela d'un pays à l'autre. Et l'utilisateur pourra en fait recomposer virtuellement des œuvres jusque-là dispersées aux quatre coins du monde. Prenez l'exemple du Codex Sinaiticus. Il montre la force de l'Internet dans cet exercice de recomposition. Le Codex Sinaiticus est un exemplaire de la Bible les plus anciens du monde. Il date du IVe siècle, a été découvert en Égypte au XIXe siècle et depuis lors, les 350 pages du Codex ont été dispersées. Une partie se trouve au British Museum, l'autre à l'Université de Leipzig, d'autres à la Bibliothèque nationale russe de Saint-Pétersbourg et d'autres dans des monastères en Grèce. Alors la numérisation et l'accessibilité en ligne de ces différentes parties permettront pour la première fois aux scientifiques d'étudier le texte dans son intégralité. Alors je vous ai donné un exemple, j'aurais pu vous en donner des milliers, mais tous ces exemples soulèvent des questions sur la dimension géographique de la bibliothèque numérique européenne. Et si on revient au Codex Sinaiticus, document écrit en grec ancien, retrouvé en Égypte, dont des parties se trouvent en Russie, c'est la preuve qu'Europeana ne peut se concevoir sans une collaboration à l'échelon international. De la même façon, par exemple, les documents relatifs aux conquistadores sont disséminés partout en Europe, mais aussi dans les bibliothèques et les centres d'archives d'Amérique latine. Pourrait-il figurer dans la bibliothèque numérique européenne? Je le souhaite, car notre bibliothèque européenne sera ouverte sur le monde, dans un esprit de dialogue et d'échange entre toutes les cultures, tous les utilisateurs, où qu'ils se trouvent physiquement. Si le rêve de la bibliothèque numérique européenne est devenu réalité, c'est avant tout grâce à la détermination, grâce à l'engagement des acteurs culturels que la Commission européenne a accompagné et soutenu, leur permettant ainsi d'œuvrer ensemble au-delà des frontières. Tous sont partis du même constat. Europeana offre de nouvelles perspectives en permettant l'accès, en augmentant la visibilité de la richesse culturelle souvent cachée dans nos bibliothèques, nos archives, nos musées. Oh, bien sûr, le chemin est encore très loin à parcourir parce qu'on n'en est qu'au début de la numérisation et de l'accessibilité en ligne des œuvres culturelles. Par exemple, sur les 1000 musées allemands qui ont numérisé leurs collections à ce jour, seulement 250 ont effectivement mis leur contenu en ligne. Par exemple, en Pologne, uniquement 1% des documents numérisés par les archives est actuellement accessible en ligne. Donc, vous voyez, on a encore un bout de chemin à parcourir. Et s'il est très facile de comprendre l'apport culturel d'Europeana, il ne faudra pas quand même négliger son impact économique.
et plus généralement l'impact économique de la politique de la numérisation et de la diffusion du patrimoine. Il y a un retour sur investissement de la numérisation, tant pour les utilisateurs que pour l'économie en général. Je vous cite une étude de coût-bénéfice qui a été faite aux Pays-Bas pour la numérisation des archives audiovisuelles de ce pays. Alors, cette étude conclut que le bénéfice estimé à 176 millions d'euros sera bien supérieur que l'investissement initial de 148 millions d'euros. Les bénéfices seront obtenus grâce à une utilisation accrue du matériel numérisé, autant pour les institutions qui détiennent ces matériaux qu'aux ayants droit et aux utilisateurs. Un des avantages économique de la numérisation et le potentiel considérable qu'elle offre pour le développement de nouveaux services. À titre d'exemple, et vous connaissez déjà ces utilisations, vous avez vu combien les informations géographiques et météorologiques ont permis de développer des systèmes de navigation ou des systèmes météorologiques personnalisés. À l'avenir, le même phénomène se produira pour des produits et des services innovants dans les secteurs clés comme l'éducation ou le tourisme. Et bien évidemment, quand on parle de bibliothèque numérique, il y a un élément clé que nous devons prendre en considération, et c'est les droits d'auteur. Pour numériser et mettre en ligne les œuvres sous droit, l'accord des ayants droit est indispensable. Nombreux sont toutefois les documents et livres peintures des institutions culturelles qui relèvent du domaine public. Ces contenus sont libres et peuvent être utilisés par tous. Europeana permettra d'y accéder. Maintenant, mais à terme, Europeana permettra aussi de mettre à disposition du public des œuvres sous droit grâce à une collaboration avec les ayants droit. Et là, je vous donne un exemple pour une piste possible. En France, la Bibliothèque nationale de France travaille avec les éditeurs dans le cadre de Gallica 2. Celle-ci donne un accès gratuit au contenu du domaine public numérisé par la Bibliothèque nationale de France et permet la consultation des œuvres sous droit que l'utilisateur peut acquérir à travers les sites des éditeurs. Il revient alors aux éditeurs de décider quelle partie des contenus peut être consultée gratuitement en ligne. Mesdames, Messieurs, à l'avenir, je souhaite que des accords similaires entre Europeana et les éditeurs européens puissent voir le jour. Et puis, il y a une autre partie des œuvres, les œuvres dites orphelines, c'est-à-dire celles pour lesquelles il est impossible de retrouver les ayants droit. La British Library, par exemple, dit que 40% de ces œuvres sous droit sont des œuvres orphelines. Ça fait un nombre incalculable. Il serait très regrettable que ces œuvres-là soient exclues d'accès. C'est la raison pour laquelle j'ai créé en 2006 un groupe à haut niveau sur les bibliothèques numériques. Et je suis heureuse de vous annoncer que dans ce contexte, les institutions culturelles et les ayants droit, y compris les éditeurs, ont conclu un accord pour la mise à disposition des œuvres orphelines. Et j'invite toutes les parties prenantes à faire preuve du même esprit d'ouverture et de développer de nouveaux modèles de coopération. Je salue aussi l'extraordinaire collaboration des institutions culturelles de 27 États membres. Vous savez, cette coopération n'allait pas de soi, parce que ces institutions sont parfois très peu habituées à collaborer et elles ont développé des traditions différentes pour la présentation et la description de leur contenu. Mais c'est avec une grande clairvoyance qu'elles ont su relever le défi, qu'elles ont su travailler ensemble.
Mais ne commettons pas l'erreur de croire que ces efforts, aussi considérables qu'ils soient, puissent suffire. Europeana a été conçue comme un projet fédérateur, une entreprise commune. Elle a pu voir le jour grâce à la volonté conjointe des acteurs culturels et politiques, mais à l'avenir, pour qu'elle se développe, il faut qu'il y ait des partenariats entre acteurs publics et privés, qu'il y ait de nouvelles coopérations pour la pleine expansion et la pérennité de Europeana. Notre volonté d'innover doit être à la hauteur des enjeux actuels. Et ce jeudi, le lancement d'Europeana sera bien sûr un moment historique pour la culture européenne et pour les citoyens européens. Pour commencer, on aura 2 millions d'objets culturels en ligne. Que représentent 2 millions d'objets? C'est un formidable début, mais est-ce suffisant? Non. Pour qu'un service de qualité attire les utilisateurs et les fidélise, il faut constamment alimenter les collections, les mettre à jour, ajouter des contenus. Un effort soutenu sera donc nécessaire pour numériser davantage de matériel et pour dépasser notre objectif en 2010, qui est d'avoir plus de 10 millions d'œuvres en ligne. Il faudra investir sur les numérisations. Il faudra investir aussi sur le multilinguisme. Les premiers utilisateurs pourront effectuer des recherches en 21 langues à partir d'un écran et de sources multilingues. Mais ceci n'est qu'un début. On continuera la recherche technologique pour que Europeana serve aussi de laboratoire pour tester les nouvelles technologies de la traduction automatique et du multilinguisme. Et puis, il y aura les premières applications du Web 2.0 qui permettent de partager les contenus entre internautes. Europeana deviendra un outil interactif où les internautes qui partagent un intérêt commun, littérature médiévale, sculpture, musique, bâtiments, pourront se rencontrer et échanger leurs points de vue. Mesdames et messieurs, chers amis, dans sa bibliothèque de Babel, Borges décrivait un univers vertigineux où un nombre incalculable de livres attisait le désir des hommes et leur faisait perdre la tête. S'éloignant de cette métaphore, Europeana a créé un univers du possible où des informations simples et de qualité seront offertes à tous les citoyens en quête de nouvelles connaissances. Ici se fait le lien entre patrimoine et avenir, entre trésors culturels cachés et potentiel culturel utilisé, entre savoir et transmission du savoir. Et je pense que tous ceux qui sont ici seront d'accord avec moi. Quelle fascinante aventure humaine. Vous la découvrez jeudi sur www.europeana.eu, mais pas seulement vous la découvrirez, vous vous passionnerez pour notre bibliothèque et vous aiderez à la développer. Merci beaucoup.